Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Eh bien voilà, aujourd'hui, notre résistant du jour, c'est Xavier Moreau. On peut pas faire mieux comme résistant. Bonjour Xavier, comment vas-tu? Bonjour Alexis, ça va? Alors, tu es à Paris, je peux te dire que le téléphone de Divergence Service sonne, et Divergence Politique sonne depuis une semaine. On m'appelle, on me dit, mais où est Xavier Moreau? Où est-ce qu'il fait des conférences? Où est-ce qu'on peut le voir? Et j'ai beau dire aux gens que je ne suis pas ton assistante, je n'ai pas tout ton planning. Je renvoie les gens sur Stratpol pour avoir les informations. Ils me disent, mais il n'y a rien de noté et on veut voir Xavier Moreau, on veut voir Xavier Moreau. Ouais, Xavier, je te passe ces messages. Tu as loupé plein de gens qui vraiment Juste voulaient pour préciser, la seule chose que j'avais repris, c'était la signature à la librairie Logos, Ouais. puisque c'était pas une conférence, mais en fait, les 4 autres conférences que j'ai faites, donc Perpignan, Montpellier, Toulouse et Aix-en-Provence, en fait, étaient pleines, étaient complètes. Donc ça servait à rien que je fasse de la pub en plus parce que les gens n'auraient pas pu rentrer. Donc voilà. Ah voilà. Un franc C'était un gros succès, gros mais succès. C'était pas moi l'organisateur, donc c'était mon co-conférencier André Chanclus, donc en fait, c'est lui qui a tout organisé, c'était pas moi. un franc succès. Et pour les prochaines, il y aura encore plus de monde parce que visiblement, il y a beaucoup de gens qui t'attendent en conférence en France. Et en plus, il y a beaucoup de choses à parler. Alors justement, il y a beaucoup de choses à parler. C'est exactement ce dont nous allons aborder aujourd'hui comme sujet. Vous le voyez sur la petite vignette, les 28 plans du fameux plan de paix de Trump. On va parler, est-ce que c'est un réel accord ou une capitulation? Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, pour commencer, on va prendre les points les uns après les autres. Le point numéro 1, c'est la souveraineté de l'Ukraine sera confirmée. Oui ou non? Ça dépend sur quoi. C'est ça. Encore une fois, il faut être très prudent avec ces 28 points qu'on a. C'est les 28 points tels qu'ils sont retranscrits dans la presse américaine. Et on ne sait pas exactement en quoi consiste le plan. Donc faut être prudent. Et il y a plusieurs points qui sont contradictoires et certains dont on peut être certain que les Russes ne les accepteront pas. Donc voilà, encore une fois, c'est la presse américaine. C'est pas la première fois qu'ils publient des choses. Voilà, on sait qu'il y a un plan. On sait que Trump veut en finir. C'est clair depuis. On en avait parlé d'ailleurs ici. Au moment où Trump a lâché les fauves du Naboo sur le clan Zelensky, sur sa mafia. Donc il était clair que c'était un énorme coup de pression. Et effectivement, on l'avait bien analysé puisque le coup de pression, il a abouti à cette proposition de plan que les Russes n'ont pas encore reçue. Vladimir Poutine a dit que ça pourrait servir à la base d'un traité de paix définitif, d'une paix définitive, mais pour l'instant, on est encore dans des expectations et il faut être prudent. Voilà. Donc la souveraineté, oui, ça peut être la souveraineté sur les Carpates, en fait. On ne sait pas ce qui restera de l'Ukraine à la fin du conflit. Donc pourquoi pas? On n'est pas un pays balte de plus ou de moins. Surtout pour l'Union européenne. Alors, voilà. Le point numéro 2, hypothétique, voilà, tous les points qu'on va lister, effectivement, Xavier, tu as bien fait de rappeler, ce sont des points que l'on imagine être les points proposés, mais il n'y a pas d'officialisation sur ces points de manière claire et concrète. Alors, le point numéro 2, ce serait un accord complet et global de non-agression qui serait conclu entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe. Alors, assez curieux de voir rajouter le mot « et l'Europe ». Toutes les ambiguïtés des 30 dernières années seraient alors considérées comme réglées. Est-ce que c'est possible, ça? Je pense que c'était ce que les Russes demandaient le 15 décembre 2021, quand Vladimir Poutine a tout fait pour ne pas lancer l'opération militaire spéciale. Donc, il voulait que l'administration Biden empêche l'Ukraine de lancer son opération d'épuration ethnique. Il voulait que l'expansion de l'OTAN vers l'Est s'arrête, voire reflue. Donc, je pense que c'est ce dont il est question. Après, encore une fois, il faudra voir le détail. Ce qui va un peu avec le point numéro 3. Le point numéro 3 dit « Il est attendu que la Russie ne s'immisce pas dans les pays voisins et que l'OTAN ne s'étendra pas davantage. » Concrètement, c'est à volonté de Vladimir Poutine, ça, depuis le début. Aucun problème. Ouais.
Point numéro 4, un dialogue sera mené entre la Russie et l'OTAN sous la médiation des États-Unis pour résoudre toutes les questions de sécurité et créer les conditions de désescalade afin d'assurer la sécurité globale et d'accroître les possibilités d'interaction et de développement économique futur. J'ai l'impression que c'est un peu une redite du point 3. Non, c'est quand même très drôle, c'est que l'OTAN qui est dirigée par les États-Unis proposent leur médiation. Je trouve ça que c'est extraordinaire, c'est du Trump. Mais cela dit, en soi, ça existait avant la rupture liée au conflit ukrainien, c'est-à-dire qu'il y avait un conseil Russie-OTAN qui existait, et finalement, on va revenir à la période, dirons-nous, des années 90, en fait, où il y a eu un dialogue qui a été instauré entre la Russie et l'OTAN pour essayer de désamorcer le reste de la guerre froide. Donc, pourquoi pas? Point, alors on va jumeler les points 5 et 6 parce qu'ils sont assez concordants. L'Ukraine, point 5, recevra des garanties de sécurité fiables. Et en point 6, on nous dit l'effectif des forces armées ukrainiennes sera limité à 600 000 personnes. Donc on comprend bien que les garanties de sécurité seraient celles de l'OTAN globalement. Oui, alors ça, à mon avis, ça ne va pas plaire du tout aux Russes. Déjà, dans l'accord qui avait été signé en avril, on parlait, je crois, de 250 000, ce qui est déjà beaucoup. L'armée française, c'est 225 000 hommes. L'armée allemande, c'est 200 000 hommes. Donc, quand on a imposé à un pays grand comme l'Allemagne en 1919, une armée d'armistice, c'était 100 000 hommes. Et si l'Ukraine ne s'apprête pas à refaire la guerre au peuple russe qui y habite, il n'y a aucune raison que l'armée ukrainienne ait une armée de 600 000 hommes. L'armée ukrainienne, une armée de 100 000 hommes, ça suffit largement. Donc là, je ne pense pas que les Russes vont accepter. Point 7, l'Ukraine accepte d'inscrire dans sa constitution qu'elle ne rejoindra pas l'OTAN et l'OTAN accepte d'inclure dans ses statuts une disposition selon laquelle l'Ukraine ne sera pas admissible à l'avenir. Et point 8, l'OTAN accepte de ne pas déployer de troupes en Ukraine. Globalement, ça veut dire qu'on tire un trait sur l'histoire de l'Ukraine dans l'OTAN. Est-ce que c'est envisageable côté ukrainien ? Tu fais n'importe quel référendum aujourd'hui en Ukraine pour que la guerre s'arrête, puisque ça passera par un référendum, puisqu'il y a une modification de la Constitution. Les Ukrainiens voteront pour à 80%. Donc voilà, la seule chose, c'est que pour les Russes, à mon avis, ça ne suffira pas, parce que la parole et la signature, on l'a vu avec les accords de Minsk, et les déclarations de François Hollande et de Angela Merkel, donc ça suffira pas. Donc il faudra des garanties bien plus solides, y compris même que ce soit marqué dans la Constitution qui peut être modifiée en Ukraine. On sait que c'est du pipeau, quoi. Point 9, alors là, ça nous rejoint à l'actualité récente. Des chasseurs européens seront déployés en Pologne. Donc ça veut dire que nos fameux 100 Rafales qui ne seront jamais construits et jamais vendus pourraient potentiellement finir en Pologne et non pas en Ukraine. Oui, ça, je pense que c'est sans intérêt, en fait. De toute manière, une fois que la guerre contre la Russie sera terminée, je ne sais même pas si l'OTAN survivra. Ça ne servira à rien. Parce que, en fait, ce qu'on comprendra, c'est que la Russie, finalement, n'a fait la guerre que pour protéger les populations russes de l'Ukraine et pour arrêter l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Ce qui veut dire que l'OTAN n'a plus de raison d'être. Donc, je pense que c'est plutôt ça qui va se passer, oui. Point 10, alors le point 10, il est assez succulent. La Trump a mis tout son cœur. Garantie des États-Unis. Donc les États-Unis recevront une compensation pour cette garantie. Donc comprendre, ils seront payés par nous, probablement européens, puisque je vois pas qui pourra payer. Si l'Ukraine envahit la Russie, elle perdra cette garantie. Si la Russie envahit l'Ukraine, en plus d'une réponse militaire coordonnée décisive, toutes les sanctions globales seront rétablies. La reconnaissance des nouveaux territoires et tous les autres avantages de cet accord seront alors annulés. Enfin, si l'Ukraine lance sans raison une fusée, donc un missile sur Moscou ou Saint-Pétersbourg, la garantie de sécurité sera considérée comme nulle. Oui, pourquoi pas. Voilà. Donc en fait, c'est Nicolas, Helmut et Giovanni, c'est ça qui paye. C'est comme ça que ça va finir. Je dirais même qu'aujourd'hui, les Européens, l'Union européenne a plus intérêt que ce qui restera de l'Ukraine soit le plus petit possible, parce que ça coûtera moins cher à reconstruire. Moi, je ne suis pas inquiet sur la capacité des Ukrainiens à percevoir des dons européens. Point 11, l'Ukraine a le droit d'adhérer à l'Union européenne, on y vient, et bénéficiera d'un accès préférentiel à court terme au marché européen pendant que cette question soit examinée. C'est un peu ce que nous disait notamment Thierry Mariani dans le dernier Mariani 360. Il y a une volonté farouche des Européens d'intégrer au plus vite en priorité l'Ukraine. Poutine est-il contre? J'ai pas l'impression. Non, il a toujours été pour. Et en plus, moi aussi, je suis pour, puisque je pense que faire entrer l'Ukraine, ce sera le meilleur moyen de détruire l'Union européenne.
Voilà, le cheval de Troie, ce sera pas Zelensky puisque lui il sera probablement plus là. Ce sera l'Ukraine en elle-même. Point 12, un puissant ensemble mondial de mesures pour la reconstruction de l'Ukraine, incluant, mais sans s'y limiter, la création donc d'un fonds de développement de l'Ukraine pour investir dans les secteurs à forte croissance, y compris la technologie, les centres de données et l'intelligence artificielle. Point B, les États-Unis coopéreront avec l'Ukraine pour la reconstruction, le développement, la modernisation et l'exploitation conjointe des infrastructures gazières ukrainiennes, y compris des pipelines et des stockages. Point C, les efforts conjoints pour la reconstruction des territoires touchés par la guerre pour restaurer, reconstruire et moderniser les villes, les quartiers résidentiels. Point D, le développement des infrastructures. Point E, l'exploitation minière et les ressources naturelles. Point F, enfin, la Banque mondiale élaborera un paquet de financement spécial pour accélérer ces efforts. Alors, question, Xavier Moreau, la Banque mondiale et les États-Unis dont on parle, qui seront acteurs de la reconstruction, c'est donc la même personne? Oui, je pense que si les États-Unis veulent que la Banque mondiale ou le FMI interviennent, ils ont les moyens de contraindre à le faire, notamment qu'il y a et c'est assez urgent d'ailleurs, puisque le FMI, pour l'instant, la dette de l'Ukraine vis-à-vis du FMI n'a pas été, il n'y a pas eu d'accord sur la reconduction de cette dette. Donc, mais je pense que là, c'est des mesures qui sont plutôt faites pour faire passer la pilule du reste. Et on ne sait pas ce que ça donnera. Encore une fois que la paix sera signée, on ne sait pas ce que ça donnera, on ne sait pas si ce sera maintenu. Voilà. Encore une fois, c'est plutôt la pommade pour faire passer la grosse pilule qui va arriver. Alors, si on comprend bien, quand même, ceci étant, c'est ce point-là et celui qu'on avait cité avant, les États-Unis seraient financés par l'Union européenne pour assurer la sécurité, et en plus, c'est eux qui toucheraient les contrats de reconstruction. On est d'accord? Donc, c'est gagnant-gagnant, quoi. Point 13, la Russie sera réintégrée dans l'économie mondiale, donc ce serait la levée des sanctions qui serait discutée et progressivement les sanctions seraient levées individuellement. Donc il n'y aurait pas une levée massive ou immédiate de toutes les sanctions, il y aurait progressivement un échelonnement de ces sanctions. Et point B, les États-Unis concluront un accord de coopération économique à long terme visant le développement mutuel dans les domaines de l'énergie, des ressources naturelles, des infrastructures de l'intelligence artificielle, des centres de données, des projets d'extractation des terres rares en Arctique et d'autres opportunités d'affaires mutuellement bénéfiques. Enfin, point C, la Russie sera invitée à revenir au G8. C'est quoi? C'est en fait politique pour la Russie? Non, mais imaginez que la Russie est sortie de l'économie mondiale, c'est tout simplement ridicule. Ouais. La Russie se moque des sanctions. Moi, par exemple, je suis pour le maintien des sanctions. Il y a des tas de sauts qualitatifs dans l'économie russe qui ont été faits grâce aux sanctions. Donc, personne en Russie ne souhaite la levée des sanctions. C'est un problème occidentalo-occidental. Voilà. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit très bien que l'Ukraine n'est pas le seul sujet dont parlent Washington et Moscou, mais également l'exploitation de l'Arctique, le développement d'exploitation des terres rares, tout ce qui est stratégique. Voilà. Pour le reste, les sanctions, les Russes sont contre-fiches absolument. Point 14, les fonds gelés seront utilisés comme suit. Alors là, c'est pas mal. On était passé de la séquestration des actifs russes, finalement, à leur vol, purement et simplement, puisqu'on dit que ces fonds gelés seront utilisés, 100 milliards de dollars d'actifs russes seront investis dans les efforts dirigés par les États-Unis, toujours par les États-Unis, pour la reconstruction et l'investissement en Ukraine. Les États-Unis recevront 50% des bénéfices de cette entreprise. L'Europe ajoutera donc en plus 100 milliards de dollars de plus pour augmenter le volume des investissements disponibles pour la reconstruction de l'Ukraine. Les fonds européens gelés seront débloqués. Le reste des fonds gelés sera investi dans un instrument d'investissement américano-russe distinct qui réalisera des projets conjoints dans certains domaines. Donc en gros, ces 200 milliards de fonds russes gelés seraient volés pour reconstruire l'Ukraine et pour construire une holding russo-américaine. Non, si tu écoutes bien, en fait, il y a 100 milliards qui seraient effectivement pris pour reconstruire l'Ukraine et 100 milliards sur un fonds commun avec les Russes américains. Je pense que les Russes ne seraient pas hostiles à avoir un fonds commun à condition que les Américains mettent autant d'argent que les Russes en mettent. Donc 100 milliards américains, 100 milliards russes. Pour le reste, je pense que les Russes n'accepteront pas ça. Ils ne vont pas se faire dicter ce que c'est leur argent. La première chose que vont demander les Russes, c'est la restitution de ces fonds qui, en plus, sont arrivés à maturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont bloqués et ils ne sont plus placés. Donc, je pense que ça, c'est encore une fois la création d'un fonds
américano-russe, c'est quelque chose de tout à fait possible sur une base égalitaire. Mais le chantage sur les fonds russes, ça ne marchera pas. Point 15. Un groupe de travail américano-russe conjoint sur la sécurité sera créé pour faciliter et assurer la mise en œuvre de toutes les dispositions de cet accord. Bon, là, Oui, voilà. ok. Point 16. La Russie légiférera une politique de non-agression vers l'Europe et l'Ukraine. Bon, ça l'a redite d'ailleurs du même point, d'ailleurs, qu'on avait vu précédemment. Point 17. Les États-Unis et la Russie s'accorderont pour prolonger la validité des traités sur la non-prolifération des armes nucléaires et leur contrôle, y compris le traité START One. Je rappelle que les États-Unis et la Russie sont sortis notamment de ces accords ces derniers temps. À l'initiative américaine, effectivement. Ouais. Donc, c'est ce que demandent les Russes, donc ça, c'est une bonne nouvelle. D'accord. Point 18. L'Ukraine accepte d'être un État dénucléarisé conformément au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. C'est déjà le cas. Oui, alors en fait, l'Ukraine a signé en fait le traité de non-prolifération, mais on se souvient que c'est une des raisons d'ailleurs pour la Russie, de l'opération militaire spéciale, une raison annexe, c'est que quelques jours avant le début, c'est que Zelensky réclamait l'arme nucléaire. Donc ça, c'est un échec évidemment direct pour Zelensky de ses déclarations bellicistes d'avant l'opération militaire spéciale. Ce qui permet, Xavier, notamment de, encore une fois, redire un énorme mensonge, un énorme bobard ukrainien, qui est de dire que les Russes à la chute du mur de Berlin, ont volé les armes nucléaires ukrainiennes. Des armes nucléaires ukrainiennes, il n'y en a jamais eu, ça n'a jamais existé. Non. On est bien d'accord. C'est exactement comme en France, c'est-à-dire que les armes nucléaires étaient centralisées, le commandement des armes nucléaires était centralisé à Moscou. Donc c'était dans la mesure où comment dirais-je, la Russie a été reconnue comme l'héritier, et c'était une évidence par les Occidentaux comme l'héritier de l'URSS, c'était la totalité des armes nucléaires était sous son contrôle. Donc oui, c'est un bobard. L'Ukraine n'a jamais détenu aucune arme nucléaire. C'était l'URSS qui en détenait. Et ensuite, la Russie, c'est exactement ce qui s'est passé quand la France est sortie du commandement intégré de l'OTAN. Il y avait des armes nucléaires américaines sur notre sol. Et bien, les Américains sont partis avec, on ne les a pas gardées. Donc, effectivement. Point 19. Alors là, c'est un point intéressant. La centrale nucléaire de Zaporizhia, qui est actuellement tenue par les Russes, dans les régions contrôlées par l'armée russe, serait mise en service sous la supervision de l'AIEA et l'électricité produite serait alors répartie à part égale entre la Russie et l'Ukraine, donc à 50-50. C'est marrant ça. Oui, alors ça c'est un peu bizarre parce que les Russes n'ont pas besoin de l'électricité de la centrale nucléaire. En fait, aujourd'hui, les régions que contrôle la Russie sont approvisionnées en électricité. Il y a aucun problème, les câbles nécessaires ont été tirés. Mais en revanche, ce serait très important pour l'Ukraine. Et je pense que les Russes n'y seraient pas opposés. Et pourquoi pas, l'AIEA a fait un excellent travail sur la centrale nucléaire d'Energodar. On sait que notamment le président de l'AIEA, Raphaël Grossi, a le soutien de la Russie pour devenir secrétaire général des Nations Unies. Donc un accord dans ce domaine-là me paraît tout à fait possible et souhaitable. Point 20, les deux pays s'engagent à mettre en œuvre des programmes éducatifs dans les écoles et la société visant à la compréhension et à la tolérance envers les différentes cultures et à l'élimination du racisme et des préjugés. Petit a, l'Ukraine adaptera les règles de l'Union européenne sur la tolérance religieuse et la protection des minorités linguistiques. Alors ça, on va y revenir, Xavier. Point B, les deux pays s'accorderont pour annuler toutes les mesures discriminatoires et garantir les droits des médias et de l'éducation ukrainien et russe. Point C, toute idéologie et activité nazie doivent être rejetées et interdites. C'est curieux, j'ai l'impression d'entendre du Vladimir dans le texte. Disons que déjà, les discriminations linguistiques en Russie, il n'y en a pas. Je rappelle qu'en Crimée, c'est même les Russes qui ont fait du tatar une langue régionale, ce qui n'était pas le cas à l'époque où la Crimée était occupée par le régime de Kiev. Et le ukrainien a également sa place, voilà, même si d'ailleurs c'est une ultra minorité. Ce que réclame la Trump, c'est tout simplement à la fin de la discrimination non seulement contre les Russes, mais également contre les Magyars. Le régime de Kiev persécute toutes les langues. Et ça passera pas en l'heure actuelle au régime de Kiev. Ils n'accepteront jamais. Les bandéristes tueront Zelensky s'il signe ça. Donc, de la même manière, sur la partie religieuse, où on a vu qu'il y avait énormément de persécutions en Ukraine.
Mmh. Il faut voir que si on vous entend parler russe dans une administration, vous prenez une amende en Russie. Et d'ailleurs, En ces Ukraine, lois tu veux dire, en Ukraine. en Ukraine, pardon, évidemment. Et d'ailleurs, mais en plus, le pire, c'est que ces lois ne fonctionnent pas. D'ailleurs, tous les bandéristes en Ukraine se plaignent qu'Odessa est toujours une ville russe, Kharkov toujours une ville russe. Dès que les gens sont plus sous surveillance, en fait, ils se remettent à parler russe et voilà. Et surtout, l'enseignement du russe doit être fait dans les écoles. Donc oui, ça, c'est la fin. C'est la fin de tout ce qui a été mis en place progressivement à partir de 2004. Donc c'est l'échec complet de la révolution colorée en Ukraine. C'est bien, ça me plaît. Point 21, il concerne les territoires. Donc, petit a, la Crimée, Louhansk et Donetsk seront reconnus de facto comme russes, y compris par les États-Unis. Petit b, Kherson et Zaporizhzhia seront gelés sur la ligne de contact, ce qui signifiera une reconnaissance de facto selon cette ligne. Petit c, la Russie renonce aux autres territoires convenus, probablement les parties occupées par la Russie dans les régions notamment de Kharkiv, de Soumy ou de Dniepropetrovsk, pardon pour la prononciation, qu'elle contrôle en dehors des 5 régions. Donc, petit d, les forces ukrainiennes se retireront d'une partie de la région de Donetsk qu'elles contrôlent actuellement, et cette zone de retrait sera considérée comme une zone tampon, démilitarisée, neutre, reconnue internationalement comme territoire appartenant à la Russie. Les forces russes n'entreront pas dans cette zone démilitarisée. Est-ce que c'est réaliste ça? Là, il y a la question de Kherson, notamment, qui se pose véritablement dans ce 21e point. C'est une version un peu améliorée du scénario coréen qui est vendu par les démocrates américains depuis 2023, début 2023. Je ne crois pas que les Russes accepteront. Désormais, les territoires de Kherson et de Zaporozhye font partie de la Fédération de Russie. Donc ça, je pense que les Russes n'accepteront pas. Ce que les Russes pourraient accepter, c'est un cessez-le-feu, en revanche. Si jamais les Ukrainiens évacuent le Donbass, donc de toute manière, ils vont l'évacuer. Là, quand on regarde la progression de la ligne de front, quoi qu'il arrive, dans quelques mois, l'affaire est réglée. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, les Ukrainiens vont l'évacuer. Donc là, les Russes, je dirais, ça les intéresse pas tellement de négocier sur le Donbass. Non, le véritable pierre d'achoppement, ça va être Kherson, plus que même Zaporozhye, parce que sur Zaporozhye aussi, les Russes avancent très vite. Donc la véritable question, ça va être Kherson. Et ce que je pense que les Russes pourraient accepter dans l'immédiat, c'est si les Ukrainiens évacuent ce qui reste du Donbass, c'est-à-dire il reste à peu près 20%, donc un cessez-le-feu. Voilà, un cessez-le-feu sur cette zone, le temps de négocier le traité. Mais à terme, l'Ukraine devra abandonner la région de Kherson, sur la rive droite du Dniepr et Zaporozhye. Point 22. Après accord sur les futures dispositions territoriales, la Russie et l'Ukraine s'engagent à ne pas modifier ces accords par la force. Toute garantie de sécurité ne sera pas appliquée en cas de violation de cet engagement. C'est globalement ce qui a été dit précédemment. Point numéro 23. La Russie ne s'opposera pas à l'utilisation par l'Ukraine du fleuve Dniepro pour ses activités commerciales, et des accords sont conclus pour le transport libre de céréales par la mer Noire. Donc ça voudrait dire qu'on envisagerait des accords commerciaux, des accords Oui, normal. entre la Russie et l'Ukraine. Oui, pas de problème. Bon. Point 24, un comité humanitaire sera créé pour résoudre des questions en suspens. Donc, petit a, tous les prisonniers restants et les corps seront échangés selon principe tous contre tous. Petit b, tous les civils détenus en otage seront libérés, y compris les enfants. Petit c, un programme de réunification des familles sera mis en œuvre. Petit d, des mesures seront prises pour soulager les souffrances des victimes du conflit. On a un commentaire à faire? Ça paraît logique. On est d'accord. Voilà. Petit point 25, pardon, l'Ukraine tiendra des élections dans les 100 jours. Alors là, ça doit piquer du côté de Zelensky. Ouais. Je pense que si Zelensky signe ça, il se présentera. Et c'est même pas la peine qu'il se présente. Hein. Ouais. D'ailleurs, tous les cadavres politiques, Timoshenko, Poroshenko, ils sont tous en train de revenir pour essayer de se placer. Donc ça veut dire que là, il préparait pendant 100 jours ses valises. Oui, voilà. Je pense que si Zelensky signe ça, le lendemain, il faut qu'il parte en Floride. Ouais. Floride, ça commence à être tendu pour lui. Je rappelle qu'il devait partir à Istanbul, en Turquie, pour des négociations dont personne n'avait entendu parler. Et finalement,
pour lesquels il n'est pas allé. Point 26, alors, toutes les parties impliquées dans ce conflit bénéficieront d'une amnistie complète pour les actions menées pendant la guerre et s'engageront à ne pas présenter de réclamations ni à examiner des plaintes ultérieures. Alors, là, c'est une question qui est très intéressante. Ça concerne, dans la tête des Occidentaux, Vladimir Poutine avec Boutcha, etc., enfin, toute la propagande habituelle. Ça concerne donc, de fait, les Ukrainiens, notamment sur les massacres qui ont été effectués, sur la corruption. Mais est-ce que ça concerne aussi les Européens de l'Union européenne pour avoir entretenu cette guerre? Voilà. Je crois qu'il y a plusieurs Ukrainiens qui ont été condamnés par contumace en Russie. Je ne pense pas que les Russes aient envie de lever ces condamnations sur les chefs de bande bandéristes comme Biletsky, Yarosh, Avakov, tous ces criminels qui ont de guerre depuis 2014. Donc, je ne sais pas comment les Russes vont prendre ça. Je ne sais pas. C'est peut-être un point sur lequel ils pourraient céder si on leur donnait quelque chose en échange, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a déjà eu des bandéristes qui sont condamnés pour comme des droits communs, hein, notamment les criminels de Azov de Mariupol, et eux, je ne vois pas les Russes les libérer. Je vois pas. Mais bon, on verra. Je pense à un point, malheureusement, sur lequel les Russes pourraient faire des concessions en échange d'autres concessions. Il faut voir aussi que dans cette amnistie, c'est aussi, je pense qu'il y a l'idée d'amnistier la bande de Zelensky pour tout l'argent qui a été volé, l'argent de Nicolas, de Helmut et de Giuseppe. Et Boris Johnson, probablement aussi, puisque lui a touché 1 million de dollars juste pour intervenir négativement dans le processus de paix. Point 25, l'Ukraine tiendra des... Alors, pardon. Point 27, on arrive à la fin. Cet accord sera juridiquement contraignant. Son exécution sera contrôlée et garantie par le Conseil de la paix, dirigé par le président Trump. Les deux mots ensemble, excuse-moi, ça m'a fait sourire. Des sanctions seront prévues en cas de violation. Voilà. Bon. Donc, c'est Donald Trump le don, hein, comme on dit dans les mafias italiennes. Et donc là-dessus, en fait, il y a deux choses. Je pense que Poutine n'est pas hostile à Trump, et si Trump veut se donner le beau rôle, ça le dérangerait pas. Mais il faut quand même bien se rendre compte que là, on a une guerre qui a été déclenchée par Washington contre la Russie, par un proxy interposé. Donc voilà. Mais ça, là encore une fois, Vladimir Poutine, c'est un espion, un clandestin. Donc, en fait, il est capable de mettre sa fierté dans sa poche et d'accorder à Donald Trump, pour lui faire plaisir, ce poste sur ce comité de la paix. Je pense que l'important, c'est que les peuples russes qui habitent en Ukraine soient protégés, libérés. Et donc, on a vu que Vladimir Poutine il n'y a rien de personnel dans ce que fait Vladimir Poutine. Donc, il pourrait laisser cette place d'honneur, pourquoi pas, à Donald Trump. Alors, Donald Trump, on y reviendra un petit peu plus tard dans cette émission. Il y a peut-être des intérêts, au-delà des intérêts économiques, derrière. Point 28, pour finir. Le point 28 dit qu'une fois que toutes les parties auront accepté ce mémorandum, le cessez-le-feu entrera en vigueur immédiatement après que les deux parties se soient retirées au point convenu pour commencer la mise en œuvre de l'accord. Donc, ça veut dire que ce serait un accord immédiat. Alors, je rebondis sur ce 28e et dernier point, donc accord immédiat, avec une pression vendredi mise par Trump de manière très très forte sur l'Ukraine. Il a notamment parlé du deadline Thanksgiving. Alors certains sur les plateaux de grand chemin ont ironisé en disant que la dinde serait fourrée et qu'à dinde c'était Zelensky. Je pense qu'il faut plutôt y voir le prisme religieux de Trump. L'image de Thanksgiving est très importante pour les États-Unis, pour les Américains. Par contre, ceci étant, si on est pragmatique, on dit, la deadline, donc avant le 27 novembre prochain, ça sous-entend qu'on est avant la fin d'année, c'est QFD, et ça sous-entend qu'on est en capacité pour Trump de candidater, puisqu'il faut candidater avant la fin du mois de décembre pour obtenir le prix Nobel de la paix. Avec 9 paix à son compteur, ce serait un exploit extraordinaire pour pouvoir déposer sa candidature avant fin décembre. Oui, tout à fait. Mais tu vois, la conclusion est assez intéressante. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une confusion entre le traité et le cessez-le-feu. Notamment, encore une fois, le cessez-le-feu peut être fait, je pense que les Russes seraient d'accord, si jamais l'armée ukrainienne se retire du Donbass.
Mais un traité où la Russie abandonne une partie de ses nouveaux territoires, je n'y crois pas. Et de toute manière, encore une fois, ce traité les points de ce traité seront l'objet de négociations. Voilà. Je pense que oui, il y a besoin d'un préaccord côté ukrainien. Je pense que c'est ça, c'est ce que veut Trump, c'est-à-dire que finalement, que l'Ukraine soit d'accord sur ce traité, mais après que les Russes, eux, soient d'accord, ça prendra plus de temps. Mais oui, ce qu'ils peuvent obtenir d'ici là, c'est la soumission de l'Ukraine. Et on peut dire, oui, c'est une capitulation. Hein, je vois là-dessus. Alors, ce serait une lettre d'intention comme la fameuse lettre d'intention pour nos 100 rafales qui permettrait d'ouvrir le dialogue. Alors, justement, on arrive au point maintenant le plus essentiel. On l'a vu, ce sont les réactions côté ukrainien, Xavier. Zelensky a fait une vidéo vendredi sur laquelle il a eu un ton très martial. On n'a pas compris si il était plutôt dans la tendance de dire oui, donc de la soumission, ou s'il était plutôt à prendre à partie son peuple pour dire on dira non. On a vu par contre à l'ONU la porte-parole de l'Ukraine qui est montée au micro et qui a dit que jamais l'Ukraine n'accepterait ces conditions, et notamment l'acceptation de donner les territoires de manière officielle à la Russie. Enfin, il y a beaucoup de points. En tout cas, la porte-parole a dit non très clairement au micro de l'ONU. On a vu des militaires ukrainiens sur le front dire que eux ne reconnaîtraient pas cet accord et continueraient à se battre. Côté ukrainien, à ton avis, on en est où ? Je pense que Zelensky et l'ambassadeur de l'Ukraine à l'ONU ne s'adressent pas aux Ukrainiens, ils s'adressent aux Européens, puisqu'aujourd'hui, en fait, finalement, ce que veut faire plier réellement ceux qui sont opposés à l'accord qui est en négociation entre Trump et Poutine après Anchorage, finalement, ce sont les Européens. Donc aujourd'hui, finalement, l'action finale, elle est entre les mains de Londres, de Paris et de Berlin. Et un petit peu de la Pologne, mais la Pologne n'a pas la taille critique pour réellement influencer. Donc c'est ça. Et donc c'est à eux que s'adresse Zelensky, s'adresse aux opinions publiques occidentales, puisqu'encore une fois, tu peux faire n'importe quel référendum aujourd'hui en Ukraine, tout le monde, y compris la zone la plus fanatique, la plus ensauvagée anti-russe, c'est-à-dire l'ouest de l'Ukraine, la Volhynie et la Galicie, ils voteront pour la paix. Ils n'en peuvent plus. Donc voilà. Donc je pense que Zelensky, en fait, finalement, a passé la balle du côté des Européens. Et là, pour l'instant, ce que veulent les Européens, pour l'instant, c'est pas très clair. Les déclarations de Kaja Kallas n'ont aucun intérêt. Et pour l'instant, on n'a pas réellement entendu Emmanuel Macron. Les seules déclarations qu'on a, c'est il faut que ce soit pris en accord avec les Européens. On est bien d'accord. Donc voilà, on ne sait pas s'ils vont être d'accord avec ça. Et puis encore une fois qu'ils seront d'accord, le texte sera envoyé. A priori, ce qu'on sait, c'est que Zelensky a apporté des modifications. Si tant est qu'encore une fois, les 28 points qui ont été publiés par la presse sont les bons. Donc Zelensky a demandé des modifications. Je crois qu'il a demandé d'ailleurs précisément une amnistie pour tous les voleurs ukrainiens. Et donc ce texte sur lequel l'Ukraine et les Européens et Trump tomberaient d'accord serait envoyé à la Russie. Mais après, la Russie, elle aussi, va amener ses modifications. Donc ça veut dire que les négociations vont reprendre. En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que c'est bien ce qu'on avait dit sur cette chaîne, c'est que c'est bien une négociation entre Moscou et Washington. Et l'Ukraine est un personnage non joueur, comme disent les jeunes qui jouent aux jeux vidéo. Absolument, parce qu'on a appris que ces discussions seraient antérieures à la rencontre d'Anchorage. Donc, c'est fort possible. Ouais. Ce qu'on observe depuis l'arrivée de Trump, c'est que les États-Unis renouent avec de la vraie diplomatie, c'est-à-dire secrète. C'est-à-dire qu'il y a des discussions et qu'on ne les publie pas. C'est pour ça que je me méfie beaucoup avec ce qui est publié dans la presse. Parce que quand on voit le professionnalisme maintenant de la diplomatie russe et de la diplomatie américaine, eh bien, il est, à mon avis, peu probable que tous ces points soient réellement ceux qui ont été publiés par Axios ou par Politico. Dernier point justement que je voulais voir avec toi sur cette bombe qu'on a découverte sur cette fin de semaine. Finalement, tu l'as dit avec beaucoup de justesse, l'Union européenne. Moi, j'ai mis dans mes prises de notes what the fuck. Il s'est rien passé côté Union européenne. Il s'est passé 2 jours où on n'a entendu personne, où personne n'a réagi. Personnage non joueur. Le problème fondamental, c'est qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de soldats, il n'y a plus de matériel. Ouais. Et ceux qui ont encore un peu d'argent, ils refusent d'en donner, c'est les Américains.
un peu de matériel, mais finalement pas tant que ça, eh bien, ils veulent se les faire payer. Et donc, pour les payer, il faut de l'argent et l'Union européenne n'en a plus. Et finalement, on s'aperçoit que personne ne veut réellement voler les actifs russes ou générer un impôt ou un prêt particulier à l'Ukraine qui serait in fine, mais quoi qu'il arrive, que ce soit le vol des avoirs russes qui finira devant les tribunaux et les Russes gagneront, que ce soit un emprunt spécial de l'Union européenne, c'est pas l'Union européenne qui emprunte, c'est Nicolas, Helmut et Giuseppe. Donc, en fait, on est au bout là. On est au bout. Je pense que les combats cesseront l'année prochaine, en 2026. Et pour ceux qui suivent, qui sont abonnés à mon canal privé, à ma conférence privée, j'avais dit, parce que je voulais pas le dire devant les, parce qu'après tout exploiter, ce que tu dis sur Internet est déformé, j'en ai été victime, mais ça pourrait très bien s'arrêter en décembre. Les combats, j'entends. Après le traité, ça prendra plus de temps, mais les combats pourraient s'arrêter en décembre. Et souviens-toi aussi ce que j'ai dit sur cette chaîne, c'est-à-dire que Trump a tous les moyens de pression sur l'Ukraine. Aucun moyen de pression sur la Russie. Sur l'Ukraine, il a les moyens de pression pour les raisons que j'ai données, argent, armement, et sur Zelensky, il sait, lui, où il a caché l'argent, il sait où Yermak a caché l'argent, il sait tout, en fait. Tout ce qui a été volé par Umerov, par toute cette clique infernale qui dirige Kiev depuis 2019, Trump le sait, l'administration américaine le sait, et donc aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire que les Européens sont face à un dilemme, Trump les a mis face à un dilemme, non seulement Zelensky, mais les Européens face à un dilemme, c'est-à-dire, voilà, soit je mets votre comique en prison, parce que je mets le FBI sur les enquêtes de vol et de corruption. Je rappelle, le ministre de la Défense, Umerov, ça s'est prouvé, a acheté beaucoup d'immobilier aux États-Unis. D'ailleurs, il voulait s'installer comme ambassadeur aux États-Unis. Ça n'a pas été possible. Donc, excuse-moi, Zelensky a acheté une villa d'un luxe incroyable dans une ville que je connais très bien pour y avoir vécu pas mal de temps, qui s'appelle Naples en Floride. Naples, c'est la ville dans laquelle il y a le plus de millionnaires, milliardaires américains. C'est une ville, c'est très simple, c'est une petite ville de 400 000 habitants. Il y a 110 golfs dans la ville. On en est sûr de ça? On en est sûr de ça? Absolument, on en est sûr de ça, et il l'a acheté durant la période post-2022. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que Zelensky est corrompu bien avant. Encore une fois, il était dans les Pandora Papers avec son équipe d'anciens comiques, qui travaillaient avec lui quand il était comique, pour des achats inexpliqués à hauteur de 7,5 millions de dollars d'immobilier en Angleterre. Voilà, donc c'est quelqu'un de corrompu, mais finalement, en soi, c'est pas tellement original dans la vie politique ukrainienne. Et donc, rien de surprenant à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, finalement, aujourd'hui, les Européens, ils ont ça. Trump doit leur dire, bon, soit je fous votre marionnette en prison, soit vous acceptez mes conditions que, au moins, avant la Thanksgiving, eh bien, ils puissent envoyer. Il y a un accord qui respecte plus ou moins les exigences de Trump, donc celles de la Russie, qui puisse être envoyé en Russie pour que les Russes commencent à travailler dessus. On en est là. La pression est quand même maximale, on l'a dit, on l'a redit. Thanksgiving, c'est jeudi prochain, on est donc là samedi. Il y a pas beaucoup, il y a 6 jours depuis qu'il a pris connaissance publiquement de cette notification, Zelensky. Il a 6 jours pour donner une réponse à Trump. Voilà, Trump s'est énervé hier en disant de toute façon, si ça avance pas, moi je coupe tout, le renseignement et tout. Donc, c'est-à-dire que Zelensky a 6 jours pour faire le tour de l'Europe et voir si c'est réalisable de prendre la suite des États-Unis, puisque c'est ce qui se passerait. Donc, si ça marche, on appellera ça le Thanksgiving Agreement, et ça marquera l'histoire. Mais bon, moi, en tant que Russe, en tant que citoyen russe, je suis plutôt partisan de continuer jusqu'à Odessa. Voilà. Même si il y a une dénazification qui fait que de facto Odessa redeviendra ce qu'elle a toujours été, une ville russe, et elle l'est toujours d'ailleurs. Je préférais que les Russes, maintenant qu'ils avancent très vite sur le front, je préférais qu'on aille jusqu'à Odessa. Mais bon, cela dit, encore une fois, c'est des milliers de vies qui sont en jeu, de soldats russes et ukrainiens, donc il faut prier pour que cette solution, cette capitulation, c'est bien de ça dont il est question. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai regardé LCI, ils sont tous j'entends encore les hurlements de douleur des émissions qui se succèdent. C'est comme ça que c'est interprété. Et c'est une capitulation, de toute manière.
Donc, effectivement, tu répondais à la question du titre de cette émission. On va le rappeler, le titre de l'émission, c'était réel accord ou capitulation. Eh bien voilà, Xavier, tu y as répondu. Capitulation, si elle venait à être acceptée. Est-ce que tu crois que ce sera accepté? Difficile à dire. Je crois que de toute manière, en 2026, on aura un arrêt des combats. Un traité, j'en suis pas ça, en revanche, j'en suis pas certain. Je sais pas. Je dirais franchement 50-50. Ça va dépendre des Européens. Je pense que Zelensky, il est au bout du rouleau. Mm. Mais si les Européens le lâchent, Zelensky signe et il s'enfuit. C'est ça qui va se passer. Mm. Eh bien, merci beaucoup, Xavier, pour ce débrief à chaud sur ces 28 points de paix proposés par Donald Trump. Je rappelle que vous pouvez suivre Xavier sur Stratpol. Ça, c'est pas une surprise. Tout le monde connaît Stratpol. Vous pouvez suivre également Xavier Moreau sur RT en français. C'est tous les vendredis soirs. Alors là, tu es en tournée, mais à ton retour à Moscou, tes émissions Alors, vont reprendre. on va en parler du Thanksgiving oui. Agreement. Eh ben oui, ça tombera. La prochaine émission sera en live le vendredi, donc le lendemain du Thanksgiving avec décalage horaire. En plus, vous serez exactement dans le timing. Donc effectivement, là, ça va être un très très gros sujet. Dernier petit point, là un peu moins rigolo dans cette période. On tient toute équipe de Divergence Politique à adresser nos plus sincères condoléances et notre amitié à notre camarade Claude Janvier. On pense très fort à lui et à tous ses proches. Voilà, donc c'était le petit message qu'on souhaitait adresser à Claude. Courage, camarade. Xavier, on se retrouve semaine prochaine à ton retour à Moscou dans Divergence également. Retrouvez demain soir, donc dimanche soir, vous retrouverez, tu as eu un remplaçant de choc, c'est Nicolas Mirkovic qui est venu faire de Xavier Moreau. Nicolas Mirkovic et Fabrice Sorlin dans Divergence. Et lundi, vous retrouverez une émission en direct à 21h, heure de Paris. On va vous parler de l'opération Q. Q et les QAnon, comme on dit aux États-Unis. Quelle est cette philosophie? Quel est ce Trumpisme absolu? Quel est leur poids au sein des Républicains? Est-ce qu'ils ont influé, notamment dans la réélection de Donald Trump? Est-ce qu'ils sont aussi importants au sein du parti républicain? Et puis voilà, on reviendra un petit peu sur les QAnon. Est-ce que c'est un mythe, un fantasme, ou est-ce que c'est le grand secret, les grands complots révélés au grand jour? Xavier Moreau, bonne fin de week-end. Merci d'avoir joué le jeu, d'être venu sur Divergence au débeauté entre deux conférences. Et je te dis à très vite. À bientôt.